Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour un nouvel épisode des Annales d'Opale. Ici Ethno et aujourd'hui épisode un peu particulier parce que je ne suis pas accompagné par Cook, mon comparse de toujours, mais par Ségolène du podcast Ohio. Salut. Salut Ethno, merci beaucoup pour ton invitation, ça me fait très plaisir d'être là. Ah bah... plaisir partagé parce qu'aujourd'hui je risque d'être un petit peu le spectateur de tout ça. N'est-ce pas ? Oui, tout à fait. Ouais, parce que c'est un thème un peu inhabituel, et un thème, une sorte de livre un peu inhabituel, parce qu'aujourd'hui on va parler de théâtre, avec Songe d'une nuit d'été de William Shakespeare, du grand Willy. Le grand William. Voilà, et beaucoup de choses à dire, énormément. Ouais. Et d'ailleurs, je pense qu'il fait partie de tes auteurs favoris, hein, c'est ça ? Oui, c'est mon auteur préféré, vraiment tout registre confondu, il est au top du top. Il n'y a personne qui l'a détrôné jusqu'à présent. Non, je pense pas. Je sais pas si ça risque d'arriver. Non. Parce qu'on va le voir quand même, le monsieur, c'était quand même assez ballsy ce qu'il faisait. Hein, et il a fait beaucoup de trucs dans beaucoup de domaines différents. Sur des thèmes surtout différents. C'est vrai, quand je me suis attaqué à sa bio, donc sa bio ce sera toute petite, c'est ce que je te disais un petit peu avant d'enregistrer. C'est que j'ai fait vraiment un truc succinct parce que là, sinon c'est une émission sur sa bio entière qu'il faudrait faire de 3 heures au moins. Tout à fait. Et par contre c'était vraiment super intéressant et oui c'est vrai qu'au niveau des thèmes et des pièces qu'il a écrites il y a vraiment beaucoup de sujets différents et c'était quelqu'un de très critique et moi c'est ça surtout qui me plaît et c'est de la critique extrêmement bien construite, c'est bien fait, c'est beau, c'est bien écrit mais ça on en parlera après parce que du coup ce serait bien que tu présentes un peu ton podcast parce que du coup toi c'est vrai que tu te retrouves dans un podcast littéraire alors qu'à la base c'est pas du tout ce dont je parle. Donc moi, mon podcast, c'est Ohio. Donc Ohio qui est évidemment disponible sur toutes les plateformes. Et Ohio, effectivement, on parle beaucoup pratiquement que de manga. J'ai fait un épisode un peu entorse où j'ai parlé de Batman parce que j'ai une grande passion pour ce personnage en plus des mangas. Mais c'est vrai que du coup, c'est un podcast qui sort tous les vendredis, qui parle de manga. Et c'est des formats courts qui en général font moins d'une 30aine de minutes où je vais parler soit d'une œuvre, soit d'un perso, soit de mes lectures. Bon, voilà, je parle un petit peu des thèmes qui me viennent comme ils me viennent de manière spontanée et je suis très contente d'être là aujourd'hui parce qu'à part les mangas dans la vie, je suis quand même une grande passionnée de littérature et j'ai fait un bac L et j'ai découvert justement Shakespeare en terminale et ça a été un coup de foudre total puisque la première pièce que j'ai lue de lui et que j'ai étudiée, du coup c'est ce que j'ai présenté à mon option anglais au bac, c'est Macbeth qui est pour moi aujourd'hui l'œuvre, le plus grand chef-d'œuvre de Shakespeare et qui est une de mes œuvres littéraires préférées. Voilà, donc je suis très contente. C'est le haut du panier, Macbeth, du coup, c'est vrai que c'est Songe d'une nuit d'été, peut-être un petit peu moins. C'est vrai que ces grands chefs-d'œuvre, ça va être les pièces plutôt tragiques, donc ça va être Macbeth, Othello et Hamlet, c'est les trois plus grandes. Ouais. Après, il y a Roméo et Juliette, qui est aussi quand même un sacré morceau que tout le monde connaît, parce que les gens ont tendance à oublier que c'est lui qui a écrit Roméo et Juliette. C'est vrai. Et Songe d'une nuit d'été, je trouve que ça dépend des gens. C'est pas l'œuvre la plus connue, mais en général, quand même, les gens en ont déjà entendu parler, mais c'est sûr que c'est pas, on va dire, les masterpieces de Shakespeare. Et pourtant, alors après, moi ça me touche plus parce que justement on a un très gros côté imaginaire là-dedans qui est inspiré quand même de pas mal de choses, hein. Je pense qu'on y reviendra, notamment celte et germanique, ça c'est vrai que c'était super intéressant et je l'attendais pas du tout ici, c'est pour ça que quand tu m'en as parlé je me suis dit putain mais lire du théâtre, ouais d'accord, pourquoi pas, mais là il y avait vraiment ce côté un petit peu voilà, ce côté un petit peu onirique qu'on peut avoir dans des romans de fantasy et tout ça, et j'avoue que ça a été vraiment une super surprise. Donc après c'est vrai que je me suis pas relancé dans d'autres trucs dans la mesure où je sais que je retrouverai peut-être pas forcément ce domaine-là dans ces pièces. Donc du coup je me suis contenté de lire simplement ça, mais déjà rien que là-dessus il y a quand même pas mal de trucs à dire. Et du coup alors tu as fait un truc en L, c'est ça, tu as fait ton bac L, il y a d'autres auteurs comme ça qui t'ont parlé, tu lis toujours alors maintenant? Moi j'ai trois, on va dire, grands auteurs. Alors, dans la littérature vraiment très classique, il y a Shakespeare. Du côté français, il y a Voltaire. Et ce qui est très drôle, c'est que Voltaire ne pouvait pas blairer Shakespeare. Ça, c'est assez marrant. Il disait qu'il savait pas écrire et que... En fait, je pense qu'il ne comprenait pas les sous-entendus et la subtilité des pièces de Shakespeare.
Et il y a un autre auteur que j'aime beaucoup, mais qui n'a absolument rien à voir avec ça, c'est Stefan Zweig. Je ne sais pas si toi, tu as déjà lu des choses pas du tout. De cet auteur, qui a longtemps vécu au Brésil. Donc, comme tu le sais, moi, j'ai une attache particulière avec ce pays. Tout à fait. Et qui a écrit pas mal de choses en rapport à ça, et qui a surtout écrit l'un de mes livres préférés, qui est Le Joueur d'échecs, que je recommande. D'accord. Qui, je pense, a inspiré la série Netflix, je crois que c'est sur la demoiselle qui joue aux échecs. La dame, je sais pas quoi, non oui, je sais plus. Ouais, voilà ça, puisque le concept, enfin l'histoire, la trame du joueur d'échecs, c'est un roman qui est très très court, donc vraiment je le recommande à tout le monde parce que ça montre vraiment la super plume de Stefan Zweig, et c'est vraiment un tout petit livre de poche qui se lit genre en quelques heures, et c'est l'histoire d'un gars ça se passe pendant la Seconde Guerre mondiale, il se fait emprisonner, si je dis pas de bêtises, par les Allemands. Non, je sais plus. Bon, je sais plus le contexte, si c'est un Allemand qui est emprisonné par les Russes ou l'inverse. Et en fait, il est dans une cellule et il a absolument rien, il a aucun livre, rien du tout. Il meurt d'ennui. Un jour, il réussit à voler un livre dans la poche d'un des gardiens, et c'est un livre d'échecs pour apprendre à jouer aux échecs. Et en fait, il devient un très grand joueur d'échecs parce qu'il fait des parties dans sa tête. Il apprend vraiment toutes les parties, parce qu'il y a plusieurs parties dans le livre. Et il va réussir à sortir de prison. Il va se retrouver sur un bateau qui fait une croisière, et il va y avoir des tournois d'échecs, parce qu'il va y avoir l'un des plus grands joueurs d'échecs au monde qui sera là. Et c'est toute cette histoire autour des échecs, et c'est vachement, vachement bien. Et ça montre la psychologie humaine et les dérives du cerveau et de ce que peut faire des traumatismes sur les gens. Donc vraiment, je le recommande vivement, ce bouquin. C'est pas très fantastique pour le coup, parce qu'il n'y a rien de surnaturel ou d'irréaliste, mis à part que le mec est un génie et qu'il arrive à jouer contre lui-même dans sa tête. Mais c'est déjà pas mal. Oui, c'est déjà... mais en tout cas, c'est vraiment, vraiment bien. Et ça fait vraiment partie de mon top 3 bouquins préférés. Voilà. Bon, bah voilà, maintenant vous êtes prévenus. Il y a ça à rajouter à votre pile à lire. Hein, surtout exactement. Si voilà, non, mais c'est très bien de faire des recos aussi, parce que c'est vrai que nous, on aborde surtout les grands classiques. Oui. Donc généralement, c'est des trucs qui sont déjà lus et relus. Et c'est bien aussi de conseiller de la littérature plus classique. Et c'est pour ça que c'est bien que tu sois là aussi, c'est parce que là, pour l'instant, tu pourras éclairer notre lanterne. Et bah avec plaisir. Donc du coup, on va rentrer dans le vif du sujet. Oui, allons-y. Et donc, je me demandais, quand j'ai commencé à écrire l'épisode, donc pourquoi parler d'une pièce de théâtre, de William Shakespeare en particulier, dans un podcast consacré aux littératures de l'imaginaire. Dis-nous tout. Et voilà, c'est bien précisément parce que Songe d'une nuit d'été, il peut être considéré comme une pièce de théâtre qui s'inscrit directement dans le registre de l'imaginaire. Parce que du coup, elle met en scène un couple qui va devoir s'échapper. J'en dirai pas plus parce que tu nous as préparé le résumé. Le petit résumé. Et qui va être confronté à des êtres un petit peu, surnaturels, on va dire. Enfin, au moins issus d'un folklore. Et puis bon, c'est vrai qu'il faut avouer que parler de théâtre, c'est un peu une première pour la chaîne. Et que changer de registre, c'est bien, quand même. Oui. Ça fait un petit souffle de nouveauté. Exactement, ouais, c'est ça. Ça nous dépoussière un petit peu. Enfin, bien que ça soit le plus ancien de tous les bouquins dont on ait parlé. Donc bon, j'aimerais quand même... c'est vrai que... Vas-y, excuse-moi. Non, je t'en prie. Non, je disais que j'allais faire juste une petite parenthèse avant qu'on rentre vraiment dans le truc, par rapport à la réputation que peut avoir le théâtre. Parce que c'est vrai que c'est souvent assimilé à quelque chose de chiant, de barbant, et même difficile d'accès. C'est vrai que ça peut rebuter. Alors oui, tout à fait, je pense qu'il y a beaucoup de pièces qui sont comme ça, mais au même titre que beaucoup de bouquins, de films ou d'autres trucs en vérité. Et je pense surtout que c'est important de savoir vers quoi on se dirige, surtout quand on est néophyte comme moi. Donc moi j'ai eu la chance de t'avoir toi pour me donner ce conseil-là, et comme... c'est un conseil qui vaut pour tout le monde, c'est-à-dire renseignez-vous. En fait, c'est vrai, on va se lancer dans des trucs qui vont pas spécialement nous plaire ou qui sera pas spécialement une bonne porte d'entrée pour des bouquins qui vont totalement nous dégoûter. Et là, c'est vrai que quand moi je suis rentré dedans, je me suis dit tiens, c'est pas impossible que si quelque chose me plaise, j'y rentre dedans de nouveau, que ce soit du théâtre ou de la poésie, quoi que ce soit. Donc, mais voilà. C'est vrai que après, oui. Pardon. Non, vas-y. Mais Shakespeare, en plus, c'est vrai que c'est pas forcément le plus simple, parce que, alors moi je sais que quand j'ai commencé, c'était en mes cours d'anglais,
Donc il y avait le côté où je lisais en version originale et c'est du vieil anglais, donc c'est vraiment pas facile. Après, il me semble que je t'avais recommandé l'édition qui est bilingue et ça c'est vachement bien pour les gens qui ont envie de se mettre dans le théâtre un peu classique parce que en VO on comprend rien, enfin concrètement. Même si t'es bilingue en anglais, c'est du vieil anglais qui n'existe plus du tout et c'est vachement compliqué. Donc c'est pour ça que je trouve que les traductions sont très bien faites, les versions bilingues où il y a une page en anglais, une page en français. Et pour les gens qui ont envie de se lancer là-dedans, je pense qu'il faut commencer par là. Parce que sinon vous serez perdu et ça va vite. Je pense que ça dégoûte vite les gens de rien comprendre à ce qu'ils lisent. Ouais, j'imagine. Surtout quand t'as le niveau d'une quenelle lyonnaise comme moi. Déjà que je comprends pas l'anglais correctement quand il est bien parlé de nos jours, alors en vieil anglais, j'imagine. Ouais, c'est impossible. Voilà. Franchement, c'est impossible. Après, il me semble qu'il y a eu plusieurs traductions. Oui, plusieurs traducteurs, donc après, est-ce que tu peux en conseiller une ou pas je sais pas, du coup. Et moi j'ai la version de chez Flammarion, qui est, je te la montre, bon les auditeurs ne verront pas puisque ils d'accord, nous écoutent simplement, okay. Mais c'est les éditions bilingues avec dossier de chez Flammarion, et elles sont vachement bien, parce qu'il y a toujours un petit dossier de présentation au début qui parle un peu de l'auteur et de l'œuvre, donc c'est vachement intéressant. Et les traductions, alors là en l'occurrence c'est Jules et Jean-Louis Supervielle, je sais pas si ils sont frères ces deux-là, mais c'est très bien fait et je trouve que ça reste un français de qualité et c'est pas un français méga moderne non plus, donc faut quand même s'accrocher un peu. Ouais. Mais je trouve que c'est très bien traduit. Donc les éditions de Flammarion bilingue sont très bien. Moi j'ai tous les Shakespeare comme ça. D'accord. Donc et pour le coup je trouve qu'elles sont très claires. Le découpage est très bien fait, ça fait pas trop lourd. Et pour les gens qui ont envie de s'y mettre, je trouve que c'est vachement bien. Voilà. Ok. Non, mais c'est noté. Parce que du coup, c'est vrai qu'on peut se noyer un petit peu sous toutes ces éditions différentes. Tu vois, par exemple, j'ai pas du tout la même que toi. Il me semble que je l'ai pas à portée de main, là, c'est dommage. C'est pas du Flammarion, mais par contre, c'était une œuvre qui en regroupe deux. Donc il y avait Songe d'humilité plus. Les Mégères apprivoisées, je crois. T'avais aussi. Non, les reines. Ah non, c'était. Non, c'était pas. Mince, comment ça s'appelle j'ai plus le titre, mais je vois exactement. Je le remettrai dans les commentaires de toute façon. Oui. D'accord, donc voilà pour là-dessus. Et pour donner brièvement mon avis, parce que de toute façon, on y reviendra. Puis inutile de dire que de toute façon, toi tu l'aimes bien, ça, on est d'accord. Que moi J'aime aussi. Pas tout ce qu'il fait, mais celui-là, oui, je l'aime beaucoup. Donc voilà, dire que personnellement, j'ai passé un super moment avec cette pièce. Et que pour peu que la mythologie, les histoires d'amour et la belle écriture, ça vous parle. On peut que vous conseiller en fait de lire Songe d'été. Voilà. Donc ça prouve que le théâtre c'est pas toujours rasoir. et la preuve parce qu'on va parler d'une pièce d'un des grands monsieur de la littérature et du théâtre. Donc pour le présenter un petit peu, Monsieur Shakespeare. Donc c'est un dramaturge, poète, acteur anglais né en 1564 et mort en 1616. Il est à l'origine d'une quarantaine, rien que ça, de pièces au registre assez divers, parce qu'il a fait de la comédie et des drames et des pièces historiques aussi. Et on peut dire, je pense que c'est pas exagéré, qu'il a été ou qu'il est l'une des plus grandes influences et un des plus grands auteurs dans le domaine. Et le nombre de références qui lui sont faites sont juste hallucinantes. C'est vrai qu'on peut en trouver de partout, que ce soit autant dans le cinéma, dans la littérature, voilà. Et son empreinte, est vraiment encore très 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 présente aujourd'hui quand on parle de théâtre, en tout cas. Donc après dire qu'il sait bien écrire, c'est un pléonasme, et que c'est vraiment une écriture millimétrée. Et il laissait pas vraiment grand chose au hasard, en tout cas quand on lit de la manière dont il écrivait ses pièces, la manière dont il se renseignait, dont il retranscrivait ce qu'il y avait à l'époque. C'était un énorme travail. Il travaillait énormément aussi ses personnages, et là ça se voit encore une fois, ça se confirme avec cette pièce. Et surtout, il n'hésitait pas à faire des critiques de la société de l'époque. Et ça justement, ça a été très mal vu de son temps, même si maintenant on n'aura pas peut-être toutes les références qu'il peut faire. C'était quand même un sacré coquin, parce qu'il s'attaquait quand même à la haute. Mais c'est ce qu'il explique, excuse-moi de te couper, il l'explique à un moment, il disait qu'en fait ce qu'il aimait dans le théâtre, c'est qu'il arrivait à réunir au même endroit des riches, des pauvres, des reines, des souverains, le paysan du coin et le petit page qui suit sa reine, tu vois. Et que c'est ce qu'il appréciait dans le théâtre, c'est de pouvoir unifier un peu tous les
tous les milieux sociaux et que tout le monde se réunisse pour venir voir ces pièces et que tout le monde apparaisse aussi dans la pièce, parce qu'au final, même dans Songe d'une nuit d'été, on va avoir des figures un peu plus divines. C'est vrai. On va avoir un peu les serviteurs et puis on va avoir le mec lambda qui avance dans l'histoire. Et je trouve que ça, c'est assez intéressant. Et c'est vrai que le théâtre, ça a ce côté un peu peut-être moins aujourd'hui, mais à l'époque où ça réunissait tout type de population. Oui, c'était peut-être beaucoup plus fédérateur. Maintenant, c'est vrai que c'est quelque chose qu'on voit d'un œil vraiment comme l'opéra, en fait. Concrètement, je pense que c'est un parallèle qui peut être fait, qui est pas mal. C'est qu'on a l'impression que l'opéra, c'est quelque chose de pas accessible du tout, pareil, que c'est vraiment réservé à une certaine élite, voilà, alors que pas du tout. Je veux dire, il y a des œuvres qui sont quand même vachement accessibles. Et il faut pas se fermer à ça pour autant, parce que ça serait dommage, ça serait passé à côté de pièces, de pièces musicales vraiment extraordinaires. Ouais, donc c'est vrai que moi j'en écoute pas non plus, enfin voilà, j'en écoute pas toutes les semaines, mais il y a des trucs qui sont vraiment concrètement hyper balèzes à écouter, et puis voilà, ça fait ressentir des trucs, il y a une histoire derrière, et c'est vraiment super intéressant en fait. Et puis l'opéra aussi, ce que les gens oublient, enfin moi j'adore ça, hein. Pour le coup là je vais être à fond dans les clichés jusqu'au bout, mais j'y vais souvent avec ma maman, et ce que les gens confondent aussi, c'est qu'il y a aussi toute la partie ballet, qui fait aussi partie de l'opéra et qui est vachement moins barbante que juste d'écouter des gens chanter. Et typiquement des ballets comme Casse-Noisette ou Le Lac des Cygnes, enfin vraiment moi ça fait partie des choses les plus belles que j'ai vues dans ma vie, enfin c'est c'est des bonnes portes d'entrée, ça, pour essayer de... Alors déjà, c'est hors de prix, il faut le savoir, ce type de ballet-là, parce que c'est les ballets de New York ou de Russie ou de je sais pas où, il faut réserver 1 an et demi à l'avance. D'accord. Enfin, du moins à Paris, en tout cas, après, je sais pas dans les autres villes comment ça se passe, mais c'est incroyable. Enfin, c'est des danseurs étoiles qui ont des niveaux... Enfin, vraiment, t'en prends plein la vue pendant 3 heures, quoi. Et c'est magnifique. Et parfois, ce qui peut être intéressant pour les gens qui n'ont pas forcément envie d'aller à l'opéra parce que c'est trop cher, c'est très cucu et c'est peut-être un peu ridicule et on va me dire que c'est un truc de mamie, mais il y a des rediffusions au cinéma en direct de grands ballets et c'est vachement bien. Moi je l'ai fait plusieurs fois et franchement pour les gens qui veulent se mettre dedans sans forcément dépenser des centaines d'euros dans une place d'opéra, c'est très bien filmé parce que du coup tu vois vachement bien plutôt que ta vieille place à l'opéra où tu vois rien. Au moins là t'as une super vue. Et t'as la retranscription du ballet exactement comme si tu y étais. Et ça, franchement, ça vaut vachement le coup si on a envie de s'y intéresser. C'est vrai que je voyais souvent passer quand j'avais ma carte pour aller au ciné. Et tu te dis, je regarderai jamais ça de ma vie. Et en fait, c'est hyper bien. Vraiment. Oui, et puis aussi, c'est trouvable facilement sur YouTube, par exemple, et sur toutes les plateformes de streaming. Hein, c'est ça. Après, il faut avoir 4-5 heures quand même. Hein, c'est ça. C'est un peu long. En général, c'est pas moins de 3 heures. Voilà, c'est ça. Donc, si tu t'endors pas la première heure, c'est que t'es bon, c'est que c'est captivant. Mais c'est vraiment très très beau. Genre le Lac des Cygnes. Enfin, moi, je sais que Lac des Cygnes et Casse-Noisette, c'est mes 2 préférés. Et c'est des musiques que tout le monde connaît au final, sauf que tu sais même plus que ça vient de là tellement tu les as entendues. Et les ballets, il y a des danseurs qui font des choses incroyables. Vraiment, c'est sans être forcément quelqu'un qui t'y connaît très bien en danse classique. Tu ne peux que apprécier la beauté du spectacle. Voilà, pardon, c'était une... Ok, c'est noté. Non, mais c'est cool. De toute façon, c'est à toi. Hein, c'est ton taf, c'était de faire le résumé. Donc vas-y, je t'en prie. Alors le résumé, c'est l'histoire. Ça commence dans le château du roi Thésée. Donc ça se passe en Grèce, il faut le savoir. Donc Thésée, je pense que tout le monde sait à peu près qui est Thésée, celui qui a vaincu le Minotaure. Donc dans cette histoire-là, c'est le roi. Lui-même va se marier avec Hippolyte, qui est la déesse. Je crois que c'est une reine de la chasse, si je dis pas de bêtises. C'est pas une sorte de Valkyrie ou un truc comme ça, non? Oui, si, je crois que c'est ça. Amazone, non, c'est une Amazone, pardon, excuse-moi, c'est ça, c'est une Amazone, exactement. Et en fait, il va recevoir Égée, qui va arriver en lui expliquant que sa fille refuse d'épouser la personne qu'il a choisie pour elle. Donc sa fille s'appelle Hermia, et Hermia est amoureuse de Lysandre, mais son père veut qu'elle se marie avec Démétrius, et Démétrius est le crush de Héléna. Donc c'est tout un bordel où tout le monde est amoureux de tout le monde. Démétrius, à la base, il est amoureux d'Héléna, mais en rencontrant Hermia, il tombe amoureux d'elle. Et du coup, c'est l'histoire de ce jeune couple, Lysandre et Hermia, qui vont s'enfuir, parce que Hermia est menacée de peine de mort si elle n'épouse pas l'homme choisi par son père. Et du coup, ils vont se retrouver dans une forêt magique, où il va y avoir le roi de la forêt qui s'appelle Oberon, qui est le roi des fées, qui lui-même est amoureux d'une déesse des reines des fées, Titania. Et ils ont un espèce de petit majordome qui s'appelle Puck, donc c'est un lutin. Et il va y avoir plein de quiproquos dans cette histoire où ils vont essayer de réunir les amoureux, mais il va y avoir des erreurs, etc., qui vont entraîner plein de péripéties et plein de quiproquos. Jusqu'à la fin de l'histoire, voilà. En gros. Je sais pas si c'est bien résumé. Si, c'est très bien résumé. Et déjà, on peut sentir à travers le résumé que c'est un bordel pas possible, parce que là, on va nager
en plein bouillon de sentiments, c'est-à-dire que voilà, il va y avoir des histoires d'amour, des retournements, des quiproquos, voilà. C'est vrai que c'est assez foisonnant. Il y a beaucoup d'histoires qui se déroulent en parallèle, en fait. Et on va commencer par le début. De toute façon, comme tu disais, oui, ça se passe en Grèce, c'est ça. Ouais. Et donc là déjà, on est sur un truc. Tu épouseras pas celui que tu veux, mais par contre, tu épouseras celui que je te dis moi. Donc on est vraiment sur quelque chose d'assez fort. Ouais, ça vraiment comme ça. Le mythe qu'on retrouve tout le temps du père qui décide pour la fille et de la nana qui a absolument pas son mot à dire et qui doit juste se contenter d'obéir sans donner son avis. Donc ça, c'est très classique de l'époque. Voilà, c'est ça. Donc c'est vrai que dans cette première partie, on n'a pas vraiment... c'est surtout là l'intrigue sentimentale qui se met en place. On comprend qu'il y a des enjeux sentimentaux qui veulent être contrecarrés par la volonté du roi, en fait, c'est ça. Et que voilà, c'est là où ça se met en place vous voulez pas qu'on se marie, nous on va se tailler. Et il n'y a pas vraiment dans cette première partie d'éléments vraiment, j'aime pas dire, non c'est pas surnaturel, mais d'éléments fantastiques, on va dire. Oui, c'est factuel. Non, voilà, là c'est vraiment quelque chose d'assez, c'est quand même assez lourd, c'est-à-dire que là on sent bien le désarroi des deux qui vont limite se prendre des flèches dans les miches s'ils font pas ce qu'on leur demande. Voilà, c'est ça. Donc déjà rien qu'à ce niveau-là, on a quelque chose d'assez classique, je pense, en termes d'intrigue. Je pense que c'est un thème qui a relativement été abordé ça en théâtre, ouais. Et même dans la mythologie. Tout à fait. Et c'est ça qui est quand même assez intéressant, c'est qu'il a mis en scène des personnages mythologiques, parce que comme tu disais, il a quand même terrassé le Minotaure, donc on est vraiment... Mais ils ont vraiment une place... c'est vraiment là, pour le coup, un conflit humain, en fait. C'est ça qui est marrant. Oui, et puis, donc, comme tu dis, il y a l'influence clairement mythologique, parce qu'il y a Thésée, il y a Égée qui est le père de Hermia, et où on connaît tous la mère Égée. Lui-même, il est amoureux d'une Amazone, donc l'Amazone, ça fait quand même aussi partie des contes mythologiques. Mais ça garde un côté vachement rationnel, où tu te dis, c'est une famille, ok, il y a un roi, mais c'est le pauvre père qui veut marier sa fille, parce que... c'est des histoires d'arrangement entre des familles, et au final, la fille, elle a pas tant envie que ça de se laisser faire, et du coup, c'est cette espèce de petit quiproquo entre tout le monde entre elle et entre son père, Démétrius, Lysandre et Hermia, parce que donc Lysandre, c'est celui qu'elle aime, et Démétrius, c'est celui à qui elle est destinée, qui finalement, lui, à la base, était pas du tout spécialement intéressé, il était amoureux d'une autre, mais en la voyant, se dit, finalement, elle est quand même fraîche, je me dis que je vais lui laisser une chance. Et c'est ce qui crée le quiproquo finalement, parce qu'à la base, même lui, il n'était pas forcément méga motivé. Et en la voyant, il a complètement oublié l'autre, Helena, à son grand désespoir, la pauvre. C'est ça. Les strictes contrariétés, ça. Ah, vraiment. C'est les jeunes, ils sont comme ça. Il n'y a rien qui va, ma bonne dame, déjà, à l'époque. Et même, il y a un moment où Lysandre, je crois, il a un petit ton d'humour où il dit au père, vous avez qu'à vous marier avec Démétrius, parce qu'apparemment, vous l'aimez tant que ça, et laissez-moi votre fille, ou un truc comme ça. Il me semble qu'il y a un moment où il est un peu insolent, l'enfant, donc... D'ailleurs, voilà. Helena, on est bien d'accord pour dire que c'est juste la laisser pour compte de toute l'histoire. C'est-à-dire que elle se fait bolos. Voilà, c'est ça. C'est la potiche de l'histoire, elle est là, mais en fait, on s'en fout. Toi, tu vas faire rebondir l'histoire, parce que du coup, ça va passer par elle aussi. Exactement. Donc, et c'est ça, et puis et pareil, il y a un moment où il dit... où Démétrius dit plus je l'aime, plus elle s'en va, et Helena inversement, plus je la fuis, plus elle est amoureuse de moi. Donc ça, c'est vraiment, je trouve, l'illustration du fuis-moi je te suis, suis-moi je te fuis, qui est universel dans les histoires d'amour. C'est vrai. Et je trouve qu'il illustre très bien là-dedans. Voilà. Carrément. Donc après, il décide de se dire rendez-vous dans la forêt. Donc il y a une temporalité qui est quand même assez importante. Ça faut le dire, parce que toute l'action, tout ce qui va arriver après, du moins, se passe de nuit, c'est ça ? C'est ça, et effectivement, il y a vraiment cette dualité entre à Athènes, quand ils sont dehors dans la ville, c'est la journée, c'est en plein jour, etc. Et dès qu'ils basculent dans la partie, on rentre dans la forêt, c'est toujours la nuit. Je sais pas pourquoi. Ils sont censés passer 4 jours dans la forêt, je crois, mais c'est toujours la nuit dans la forêt. Voilà, c'est ça. Et c'est ce qui peut prêter à confusion de savoir si le récit a vraiment lieu ou pas. Exactement.
parce que là on est vraiment sur quelque chose, comme on le disait au début, d'onirique, hein. Ça tourne vraiment, c'est même l'un des thèmes principaux, ce sera le rêve. Voilà. Complètement. Et à partir de ce moment-là, on va baigner dans une atmosphère. Et là, vraiment, je trouve que le récit s'envole. C'est qu'il arrive à nous planter un décor qui est vraiment crépusculaire, en fait, avec l'apparition déjà pas des elfes, mais des des fées. Des fées, merci. Ouais. Voilà. Et du sommeil aussi, parce que les protagonistes vont souvent tomber sous le coup d'un charme qui va les faire dormir, et c'est là aussi où on peut faire le parallèle avec vraiment le sommeil, et de savoir, et de remettre en question à la fin, de savoir si ils ont vraiment rêvé tout ça ou si c'est vraiment arrivé. Et donc voilà, là il y a l'arrivée des petits lutins malins, parce que du coup c'est eux qui vont foutre le bordel, en fait. Le bordel, c'est exactement. Il y en a un qui va devoir endormir quelqu'un. Ouais, voilà, c'est surtout lui. Voilà, c'est vrai que c'est un peu c'est un petit peu l'élément comique du truc, parce que sans faire exprès il se plante, donc parce que j'ai plus les noms en tête, c'est horrible. Son boss, donc le boss voilà, le boss des fées, il va lui dire, toi tu vas m'endormir celui-là pour que quand elle se réveille elle tombe amoureuse de l'autre, et ça va être un bordel sans nom, parce que lui va se planter, donc du coup quand ils vont endormir le mauvais mec, voilà, c'est ça. Et donc du coup tout le monde va tomber amoureux de tout le monde, mais on a oublié de stipuler un truc, c'est qu'il y a en parallèle, pour le mariage des deux amoureux, une représentation de théâtre qui était prévue. Voilà. Oui. Et ça, je pense que c'est quand même super important, parce que c'est quand même l'élément qui va... c'est comme une mise en abîme du théâtre, en fait, au final, où je pense que Shakespeare va... Tu me dis si je me trompe, parce que je peux me tromper, c'est même fort probable, mais comme je l'ai ressenti, en fait, c'est que c'était une sorte de critique, justement, du théâtre à ce moment-là, avec les ennuis que ça pouvait amener à l'époque, en fait, si on critiquait peut-être un petit peu trop les puissants ou quoi que ce soit, quoi. Ouais. Ah bah si, clairement, c'est ça. Mais je pense que c'est... Et c'est ce que tous les grands auteurs ont fait, typiquement La Fontaine, dans ses fables. Oui. C'est très connu que lui aussi, il s'est inspiré de situations et de personnages qui existaient vraiment, de la royauté, de la monarchie, etc., pour faire des critiques et se moquer d'eux. Donc clairement, je pense que c'est ce que Shakespeare a voulu faire... a voulu faire là aussi, c'est sûr. Voilà, parce que ce qu'il y a de marrant... De manière subtile. Sa manière, c'est ça. Et ce qui est assez marrant, c'est que justement, la troupe de théâtre, elle se compose de personnes qui sont des artisans, en fait. Donc pas forcément des riches ou des cultivés ou quoi que ce soit. C'est, je crois qu'ils sont 4 ou 5. Et ils décident... Ils sont 6. Ouais, ça doit être ça, ouais. Ils jouent la pièce de Pyram et Thisbé. Je pense que tu t'en souvenais pas, mais c'est pas très grave. Ah, pas du tout. Pièce. Ouais. Et justement, il y a un parallèle qui peut être fait avec la pièce qu'ils vont jouer et le récit, ou pas ? C'est deux amants de la mythologie grecque. Donc ça raconte une histoire d'amour comme celle qu'on est en train à laquelle on est en train d'assister. Donc c'est là où c'est intéressant, c'est que comme c'est ce que tu as dit, c'est une mise en abîme de finalement Hermia et Lysandre qui sont amoureux. Ou même, si on pousse encore plus loin, de Roméo et Juliette, en fait. Bon, c'est pas de la tragédie grecque parce que ça se passe pas en Grèce, mais c'est un peu le même. C'est les histoires d'amour impossibles où ils essayent de se sauver et de combattre le monde par leur amour. Donc, c'est beau. Je pense que c'est intéressant. Et non, et c'est clairement un clin d'œil à l'histoire qu'on est en train de lire. Donc c'est ça qui est intéressant, je trouve. Et donc, parmi cette troupe, il y en a un qui fait un peu le malin. Et justement, qui pense que lui, il peut jouer tous les rôles, et ses potes lui disent non, tu vas te calmer. Il s'appelle Bottom. Ouais. Bottom le tisserand. Ouais, voilà, c'est ça. Déjà, son nom, il le porte plutôt. Ouais, grave. Et lui, il va lui arriver des bricoles aussi, justement, comme si l'arrogance était littéralement punie, parce qu'il va lui arriver un truc pas forcément folichon, celui-là. Et on y reviendra après. Donc ça avance, il se retrouve... Et on a oublié de dire quand même que Helena, la connasse, là, elle a balancé que les autres allaient s'échapper, parce qu'elle s'est dit, attends, avant Démétrius, il me kiffait moi, finalement, il est tombé amoureux de l'autre, donc je suis un peu deg, donc je vais balancer que les deux s'en vont, et peut-être que je vais regagner un peu de place dans son estime, et en fait, finalement, tout le monde se retrouve dans la forêt, au final. C'est ça, une bonne délation, de toute façon. c'est bien, voilà, ça remet un petit peu les pendules à l'heure, de toute façon. Donc c'est vrai que c'était important de le dire. Donc voilà, maintenant tout le monde se retrouve dans la forêt, c'est-à-dire qu'il y a les deux amants qui y sont, il y a les deux autres qui les rejoignent, les fées, les elfes,
tout le monde est là, et donc du coup l'intrigue se met en place. Voilà. Et ça commence avec donc Oberon qui est le dieu des fées, qui lui-même est amoureux de Titania, parce que eux aussi en parallèle ils ont leur histoire. C'est ça. Parce qu'ils se kiffent, mais il y a l'histoire de l'enfant que chacun veut récupérer là. Oui. Et en même temps, ils ont envie de jouer un petit tour aux amoureux pour que les choses se passent bien, mais le fameux Puck, le petit lutin, va venir foutre le bordel parce qu'il va se tromper de personne. Voilà, c'est ça. Et c'est là où justement, comme je le disais tout à l'heure, le parallèle avec l'imaginaire peut être fait, parce que là on assiste à des petits sorts, on va dire, c'est des petits enchantements en fait. Où justement, mais c'est toujours très poétique, c'est ça que j'aime bien, c'est qu'il lui dépose des gouttes de rosée sur les yeux pour qu'il s'endorme, et qu'après quand elle se réveille... C'est une pensée d'amour. Voilà, ouais. Fleur qui a reçu une flèche de Cupidon. Voilà, c'est beau. Hein. Donc, c'est beau. Donc voilà, et ce qui est intéressant de voir aussi... Ouais, sur les paupières, c'est ça. C'est que finalement, Oberon et Puck... Ouais, je le prononce bien, c'est ça. Sont pas spécialement des personnages issus de la mythologie grecque, et c'est là où on voit que les influences quand même de Shakespeare sont quand même nombreuses. C'est que le gars est allé chercher des influences celtes pour les mêler à tout ça. Exactement. Ouais. C'est vrai que chez les Celtes, il y a beaucoup le côté nature, le côté forêt, le côté les fées, les lutins, ce qui n'est pas du tout dans la mythologie grecque pour le coup. À part pour les Amazones, pour le coup, qui vivent... Mais par exemple, la Titania, c'est... Alors moi, je me souviens que Titania et Oberon, dans des représentations théâtrales que j'ai pu voir, ils étaient représentés sous forme d'arbres, par exemple. Genre Oberon, c'était un grand arbre, vachement élégant, vachement gracieux. Elle, c'était genre un espèce de sapin hyper majestueux. Donc j'avais bien aimé ces interprétations-là. Après, à aucun moment, Shakespeare dit que c'est des arbres, hein. C'était les gens qui avaient... interprété comme ça, mais c'est vrai qu'il y a un côté très majestueux de la forêt en fait de manière générale, et ça c'est vrai que c'est des choses qu'on retrouve dans les mythologies plutôt je sais que par exemple moi je vais souvent en Bretagne et il y a beaucoup ces choses là, les corrigans, toutes ces histoires là, ça se passe vraiment dans les forêts, la forêt de Merlin par exemple, bien sûr, Brocéliande. Brocéliande, merci, et c'est vrai que c'est très, très orienté celtique, britannique, etc. Donc ça ressort vachement, je trouve. Ouais, carrément. Je voulais rajouter quelque chose dessus, parce que peut-être que tu t'y connais mieux que moi, parce que moi j'ai une culture celtique assez limitée. Là, je pense qu'il faut vraiment être calé justement en mythologie et tout ça. Peut-être que Cook aurait pu nous en dire plus. Là, moi, pour le coup, à part que les influences ont été amenées d'un autre folklore pour être incorporées dans l'histoire... non, pas plus que ça. Donc là, on est quand même en présence d'un bon truc, hein, c'est-à-dire qu'on a un drame familial. On a de la mythologie nordique, de la mythologie grecque, pardon, de la mythologie celtique, germanique, des amoureux. Il y a tout le monde. Oh là, on commence à partir sur un truc un petit peu velu. Et donc, comme tu le disais, la nature est quand même assez prépondérante dans le récit, parce que du coup, c'est vraiment le décor de fond de cette pièce, et c'est là où tout va se jouer jusqu'à limite la fin, en fait. Ouais, exactement. Et donc voilà, les deux amoureux vont plus être amoureux, parce que du coup, c'est lequel qui va se faire... C'est Lysandre. Alors Lysandre qui est donc l'amoureux de Hermia. Non, pardon. Si, c'est à Lysandre qu'en fait ils vont lui mettre le filtre d'amour sur les yeux. Voilà. Et du coup il va se réveiller, sauf que la première personne qu'il va voir c'est Helena, donc la fameuse que personne n'aime. Et il va tomber amoureux d'elle. Et elle va se dire, bah mince, en fait, il est en train de se moquer de moi, et il sait que je suis amoureuse de l'autre, et il fait semblant de m'aimer, et du coup ça va entraîner des quiproquos pas possibles. Elle va le rejeter, c'est ça, elle va le rejeter, alors que lui est vraiment amoureux d'elle, du coup. Ouais. Alors que lui il est à fond. Il me semble que, si je dis pas de bêtises, Démétrius aussi, il retombe amoureux d'elle à un moment. Parce qu'ils lui mettent aussi. Parce qu'au bout d'un moment, elle va avoir les deux prétendants. Et justement, celle qui devait se faire épouser va rien comprendre en disant mais oh les gars. Je suis là, moi je suis là, voilà. Alors qu'à la base, tout le monde se battait pour moi, maintenant il n'y a plus personne. C'est un petit peu vexant quand même. Exactement, parce que je crois que justement Oberon, donc le roi des fées, va dire à Puck tu t'es foiré, t'as mis la potion sur le mauvais mec. Du coup, il va y aller, sauf qu'entre-temps, ils n'avaient pas prévu que Helena était dans la forêt. Et Lysandre était censé se réveiller en voyant Hermia et retomber amoureux d'elle.
sauf qu'il y a tout un quiproquo, et finalement les deux gars se retrouvent à aimer la nana que personne n'aimait au début. Voilà, c'est ça. Alors que tout ça partait d'une super bonne intention, en fait. De vouloir réunir les deux couples de base. Voilà, c'est ça. C'est ça. Donc, beaucoup de situations un peu cocasses, parce que ce qu'on disait, voilà, il va se réveiller, l'autre va pas comprendre pourquoi il est amoureux d'elle alors qu'il l'est vraiment, elle va mal le prendre, et donc du coup, il va falloir réparer la bêtise, et entre-temps, la troupe de théâtre va débarquer dans la forêt, pour je sais plus quel motif d'ailleurs, et là, il va se passer un truc de ouf. C'est-à-dire que Bottom, c'est ça ? Bottom, ouais, le tisserand, enfin voilà. l'acte. Celui qui se prenait pour un grand acteur va littéralement se retrouver avec une tête d'âne. Ah, donc ça, on est d'accord que l'auteur de la pièce lui a juste fait payer très cher son arrogance, hein, c'est inutile de le dire. Clairement. Et du coup... Oui, parce qu'il devait répéter en fait à la base, il me semble, c'est ça. C'est ça, exactement. Et sauf que du coup, c'est la reine des fées qui va tomber amoureuse de lui. Voilà, exactement. Donc la fameuse Titania qui est destinée normalement, qui est censée être l'amoureuse de Oberon, le roi des fées. Donc il y a rien qui va dans l'histoire. Il y a rien qui va. Elle est amoureuse d'un âne, l'autre ils sont deux à être amoureux de la fille que personne n'aime. Enfin, c'est un bordel. Donc maintenant, on peut parler d'un des thèmes principaux de ce songe d'une nuit d'été, qui est, j'ai super du mal à le dire tout à l'heure, la versatilité des sentiments et la fougue des sentiments et la jeunesse impétueuse un petit peu qui je t'aime moi non plus, qui est traitée vraiment de manière comique. On est vraiment... En fait, le fond est dramatique quand même, c'est vrai, parce que là, on a affaire à un vrai truc, c'est-à-dire qu'on a l'autorité parentale, enfin paternelle surtout, qui dit à sa fille « je vais choisir ton mari à ta place », donc ça, littéralement, c'est vraiment pas marrant. Mais par contre, derrière, ce qui est marrant, c'est que Shakespeare, il s'est amusé à amener une note d'humour avec tout ça. En fait, si on pouvait comparer ça à un truc de maintenant, moi, je verrais bien la musique de Benny Hill derrière, en fait, si tu veux, avec les fées qui se courent après et les deux autres qui disent « ah, je t'aime moi non plus » et tout, pour faire un parallèle totalement loufoque. Et donc voilà, c'est le thème de l'amour traité par Shakespeare, mais avec une grosse pointe d'humour. Et c'est vrai que les situations, elles prêtent quand même à sourire à chaque fois. Bah c'est ça, en fait, tu sens que clairement le mec il se moque des mariages arrangés et qui dit non mais c'est n'importe quoi ton histoire, laisse les gens s'aimer comme ils ont envie de s'aimer, quoi. Et du coup que ça entraîne tous les quiproquos et que c'est une petite critique. Il y a ça, le fait qu'il se moque aussi du théâtre et de l'autre qui se transforme en âne, parce que l'âne c'est quand même l'animal qui est associé à la bêtise. Ouais. Le pauvre d'ailleurs, parce que c'est hyper mignon les ânes en vrai, mais c'est vrai que les bonnets d'âne, etc., ça vient de là. Et le comique, c'est que une reine gracieuse, puissante, mère de la nature, mère de la forêt, puisse tomber amoureuse d'un vieil âne tout moche qui sort de nulle part et qui est censé être un vieil acteur raté de comédie. Donc c'est vraiment, je pense, une critique des classes sociales et du mariage arrangé de manière générale. Exactement. Donc après pareil, le livre est très court. Enfin la pièce est très courte. Hein. Au final, oui, il y a. C'est pas une des plus longues. Il y a combien d'actes ? Il y en a 5, je pense. J'allais dire 4, mais tu vois, il y en a 5, ouais. Donc tout se passe très vite. En fait, au final, les erreurs sont réparées assez vite de la part de Piouk. Et donc ça serait une nuit, hein, je crois, dans la forêt, c'est ça ? Alors, je crois qu'à un moment, il parle de 4 nuits, mais je pense pas que réellement il y ait 4 nuits qui se passent. Ouais, voilà, c'est pareil. C'est ça qui est bizarre, c'est qu'on sait pas trop. C'est assez dur d'arriver à mettre une durée là-dessus, dans la mesure où tout est vachement diffus, c'est-à-dire qu'on sait pas, quand ils dorment, on ne sait pas combien de temps ils dorment, déjà. Après, ensuite, on ne sait pas combien de temps ils se tournent autour. C'est extrêmement compliqué, parce qu'en plus de ça, la troupe de théâtre arrive le soir pour répéter dans la forêt. Donc pour moi personnellement, l'interprétation que j'en fais, c'est que tout s'est déroulé sur une nuit en fait, et qu'au petit matin voilà, le problème était la pièce se termine, quoi, en fait. Bah c'est ça, parce que en plus les fées et les lutins, c'est des créatures de la nuit, donc ils pourraient pas les voir si c'était le jour. Ouais, c'est ça. Donc, mais c'est vrai que du coup ça amène, comme tu dis, je pense que c'est la grande question de cette œuvre, c'est de savoir est-ce que, alors je sais pas si tu comptes en parler après, mais est-ce qu'ils rêvent ou est-ce que ça se passe vraiment. Et si, allez, t'as lancé le sujet, donc écoute, moi donne-moi ton... Tu sais pas ? Je sais pas, parce que je me dis quand même, il y en a un qui passe de j'en aime une à j'en aime une autre, et puis il revient et finalement il aime l'autre. Alors est-ce que dans la vraie vie, en fait, ils sont allés dans la forêt, il s'est embrouillé
avec l'autre mec, Lisandre, qui lui a dit vas-y, laisse ma nana tranquille, et ça s'est réglé comme ça. Ou est-ce que vraiment ils se sont endormis, il y a des esprits qui sont venus les rejoindre et leur faire toutes sortes de filtres d'amour? Je sais pas. D'accord. J'ai pas d'avis, moi. J'avoue que les deux versions me vont bien. Ouais. Mais étant une grande rêveuse de manière naturelle, je préfère croire qu'effectivement, il y a bien des êtres de la forêt qui sont venus arranger leurs sentiments, parce que je trouve que c'est quand même vachement plus cool que de se dire juste ils ont dormi et ils sont ressortis. Ouais, non mais ça me va aussi, hein. Je t'avoue que... en fait, j'ai pris l'œuvre comme elle nous était présentée, en fait, si tu veux. Bah, c'est ça. C'est-à-dire que lui nous dit, bon bah voilà, il s'est passé ça, il y a Pio qui s'est trompé, il allait mettre un filtre d'amour sur... Bon, d'accord, ok, moi si tu veux, il n'y a pas de souci. Moi c'est plus le sous-texte qui me parlait, en fait. C'est vrai que après, est-ce que ça s'est vraiment passé ou pas? Limite, je te dirais que je préférerais pas savoir, ça serait peut-être dans la continuité dans l'esprit du livre, en fait. Exactement. Est-ce que c'est un rêve, est-ce que c'est pas un rêve? Si c'était un rêve, c'est un sacré rêve. Si ça l'était pas, voilà, le problème est arrangé... ou pas, quoi qu'il en soit. Parce que, est-ce qu'on spoil la fin? Comme tu veux. Ouais. Et c'est une très bonne question. Oui. En fait, je te dis oui, mais en fait, ce qui est marrant, c'est que nous, on parle de bouquins que tout le monde a déjà lus, en grande majorité. Oui, c'est donc, ça. Fatalement, tu peux spoil, ça dérange pas plus que ça. Là, on va peut-être... Après, moi, je pense que c'est... Vas-y. Tu veux pas qu'on spoil, parce que je pense que moi, je comptais te parler aussi rapidement, de comment Shakespeare découpe les pièces en général. Et ça suit vraiment un ordre très logique, et qui va reprendre dans plusieurs autres pièces. C'est-à-dire que ça se découpe vraiment en 4 parties. T'as la partie vraiment, on va dire, on pose le décor. La partie un peu, y a un problème, ça part dans tous les sens, c'est le bordel. La partie où les choses reviennent petit à petit dans l'ordre, et la dernière partie où c'est quand même censé être une pièce heureuse. Donc la conclusion de toute cette histoire. Donc après, est-ce qu'on en parle ou pas? D'accord. Okay. J'ai donné un indice en disant que c'était une fin heureuse, donc on se doute que ça se finit pas mal. Mais contrairement à des tragédies type un Macbeth ou un Othello, ça se finit pas du tout comme ça, tu vois. Donc ça, c'est vraiment très typique de ces pièces, on va dire, à connotation comique. D'accord. Donc lui, il reste dans le comique. Quand il fait un truc dramatique, il va dramatique à fond. Voilà, c'est ça. Et quand il fait dans le comique, il fait des happy end. Voilà. Et c'est là où il est très fort, c'est qu'il arrive très bien à doser tous les types de... Que ce soit historique, comique ou tragique, c'est toujours excellent. Donc, après, je suis peut-être un peu trop en mode fangirl, mais objectivement, il manie très bien tous les styles, et c'est là où on voit un peu son génie, quoi. Parce que même l'historique, c'est intéressant à lire. Ah ouais, c'est génial. Enfin, si t'es passionné d'histoire, et notamment de monarchie, il a fait Le Roi Lear, il a fait... attends, j'ai plus les noms en tête. Richard II, Antoine et Cléopâtre. Enfin, vraiment, c'est... Et puis même Macbeth, Othello et Hamlet, en fait, c'est des rois d'Écosse, d'Angleterre et d'Irlande. Donc à chaque fois, ça a toujours un rapport, en fait, avec un peu la royauté. Donc c'est ça qui est intéressant. Voilà. Non, très bien, ça fait en plus de ça des conseils de lecture en plus. Lisez Macbeth, c'est génial. Et pour faire le parallèle avec mes mangas, et pour le coup j'en parlerai dans un épisode dédié, mais il y a des collections d'interprétations en manga qui existent de ces œuvres. Pour l'instant, il y a Hamlet, Macbeth, Roméo et Juliette, qui existent chez Nobi Nobi en version manga, et c'est vachement bien fait parce que c'est le texte d'origine, enfin traduit du coup en français, mais avec des dessins manga, donc ça met en scène l'histoire, et c'est très bien fait, les dessins sont tout à fait corrects. D'accord. Je rentre pas trop en détail puisque j'ai décidé de faire un épisode dédié à ça, donc j'en parlerai. Donc je vous invite à venir écouter l'épisode si ça vous intéresse. C'est ma petite pub en même temps. Non mais t'as raison. Mais pour les gens qui ont envie de... Non mais les gens qui ont envie de mettre un pied dedans sans que ce soit le côté trop chiant d'un bouquin hyper classique où il n'y a pas d'image, et les adaptations manga sont vachement bien faites. Donc je les recommande vraiment, pour le coup, moi je les ai lus. Roméo et Juliette, les dessins faisaient un peu plus bébé. Ouais. Mais pour Macbeth et pour Hamlet, j'ai trouvé que c'était très très bien fait. Vraiment, c'est une très belle adaptation, et je trouve que c'est une très jolie porte d'entrée pour les enfants, enfin plutôt les ados, parce que enfants, je pense que tu comprends pas trop, qui ont envie de se lancer dedans sans que ce soit trop rébarbatif. Et pour partir sur un autre support, je suppose qu'il y a eu des adaptations en film de... Je sais qu'il y a déjà eu Roméo et Juliette, ça c'est, avec c'est certain. DiCaprio. Ouais. Ça donne quoi? Parce que moi c'est vrai que c'est pas ma came du tout. Et alors moi, Roméo et Juliette, le film avec DiCaprio et je sais plus comment elle s'appelle ça. Claire Danes. Claire Danes, exactement. Moi j'ai beaucoup aimé parce qu'en fait, il nous garde le texte original de Shakespeare mais dans un monde hyper moderne. Oui, et c'est j'ai ça. J'ai trouvé que c'était... Enfin moi j'ai beaucoup aimé, alors peut-être parce que j'adore le style de Shakespeare et que du coup c'est très beau. Alors heureusement qu'il y a des sous-titres parce que sinon tu comprends rien.
Mais en plus, ces 2 acteurs, je trouve qu'ils incarnent vachement bien les personnages. Donc c'était très bien fait. Macbeth, il y a eu un film qui est sorti avec comme acteur principal Michael Fassbender. Je sais pas si tu vois qui c'est, j'en parle souvent sur le Discord. Voilà, pour ceux qui ne savent pas, il a joué Magneto dans les nouveaux X-Men, Magneto jeune en l'occurrence, et puis il a fait d'autres films vraiment bien, c'est un très bon acteur. Donc c'est lui qui joue Macbeth, et c'est Marion Cotillard qui joue Lady Macbeth, qui est quand même un personnage de la littérature, l'un des plus antagonistes, on va dire, les plus connus. Moi j'ai été très déçue que ce soit elle qui joue ce rôle-là. Ah ouais. Parce que je trouve qu'elle l'a mal joué, parce que c'est censé être un personnage vraiment démoniaque, cette femme. Ce qui est quand même elle qui pousse son mari à tuer le roi et à prendre la place du roi. Et... Parce que Macbeth, sans vouloir trop dévier sur cette œuvre-là, c'est l'histoire d'un mec qui devient fou et qui cède à l'appel du pouvoir et de la gloire, alors que de base c'était le bras droit le plus fidèle du roi. Et c'est en fait sa femme, et c'est là où... Alors c'est pas forcément un portrait très flatteur des femmes, puisque ça nous montre vraiment le vice que peuvent avoir les femmes parfois. Et je trouve que Marion Cotillard a pas du tout retranscrit ça, puisque dans le film elle fait plus petite nana un peu misérable que vraiment la grande Lady Macbeth qui est possédée par le démon, quoi. D'accord. Donc, ça vaut le coup de le voir pour avoir l'histoire. Après, il y a 1 milliard d'autres films qui ont été faits, mais je les connais pas tous, pour être honnête. Ouais. Songe d'une nuit d'été, je pense pas qu'il y ait eu de film. Ça me parle pas. Par contre, je suis allé voir et je sais qu'il y a des pièces qui sont disponibles sur YouTube. Eh ben, écoute, des captations qui ont été faites, et du coup je pense que ça peut être pas mal aussi pour ceux qui n'ont pas spécialement envie de lire. Donc à mon avis le bouquin sera plus vite lu que de regarder la pièce de théâtre, parce que c'est vrai que c'est très court, hein, donc je pense que même en s'attardant un peu, 1h30 c'est fait. Mais après voilà, ce qu'il faut, c'est pas parce que le livre est court qu'il en est moins bien, c'est vraiment extrêmement bien écrit, c'est de la grande littérature en fait, hein, concrètement. Donc il faut pas s'arrêter simplement au fait que ce soit court et que ça se torche en une heure. Après, une fois qu'on s'arrête et qu'on essaye d'analyser un petit peu tout ça, on s'aperçoit que c'est vraiment une pièce extrêmement riche, et voilà, qu'il y a vraiment une critique qui est faite. On va conclure l'histoire du coup, parce que oui, c'est vrai qu'on a parlé beaucoup de ce qui se passait dans la forêt, parce que c'est vraiment l'élément principal, avec tous ces quiproquos, avec tous ces changements de sentiments, hein, qui passent de l'un à l'autre et de l'une à l'autre, et tout ça. Et donc après, tout rentre plus ou moins dans l'ordre pour eux, dans la forêt, ça. Du moins. Tous les couples originels se retrouvent. Voilà, finalement. C'est ça. Donc Lysandre avec Hermia et Helena, que personne n'aimait, retrouve l'amour de Démétrius qu'il aimait avant. Voilà, c'est ça. Donc tout le monde est content. Les rois des fées, ils retournent avec la reine des fées, donc ça c'est bien aussi. Voilà. Et donc après, retour. Et non, vas-y, non, je te laissais reprendre la main sur la suite de l'histoire. J'allais dire simplement retour à Athènes. Ouais, tu vois, je voulais pas dire de conneries, donc c'est bien ça, à Athènes. J'étais plus sûr. C'est le mec qui a bossé son truc, tu sais. Faut dire qu'il y a eu un petit moment entre le moment où on l'a, enfin où moi je l'ai lu la première fois et le moment où on enregistre maintenant. C'est vrai que c'est plus tout frais. On a oublié de dire qu'il y a justement le roi Thésée et son Amazone là, et sa femme qui viennent dans la forêt, il me semble, et qui les voient tous endormis, qui les réveillent en leur disant qu'est-ce qui se passe. C'est quoi ce bordel? Non mais c'est ça, et les gens mais des gros coups de pied. Exactement. Finalement, on voulait se barrer parce que vous avez dit que si on ne pouvait pas se marier, on allait mourir. Et finalement, ils expliquent que tout le monde que tout est rentré dans l'ordre et que les uns et les autres s'aiment. Et du coup, le roi Thésée leur dit, bah les gars, je vous propose qu'on se marie tous en même temps. Voilà. Donc voilà. Voilà. Que tout voilà, c'est fini. C'était bien. C'est ce qui s'appelle une fin extrêmement rapide. Non, donc, attends, et par contre... Ouais, oui. Vas-y. Non, je me souviens plus ce qui se passe avec la pièce de théâtre. Eux, ça se finit comment pour eux? Je me rappelle plus. C'est très... Mais c'est une très bonne question. Les gars qui se rappellent trop pas de l'histoire, tu sais. Ah si, Bottom, il se réveille et tout le monde s'est barré. Et je crois qu'à un moment, il y a même un truc, attends, je suis en train de l'avoir sous les yeux, où il dit de manière assez ironique... Ah, mais j'ai fait un rêve trop bizarre, et si un jour quelqu'un essayait de l'expliquer, franchement, la personne qui essaierait d'expliquer ça, c'est vraiment un âne.
Et donc c'est un petit clin d'œil au fait que lui-même était transformé en âne pendant tout ce temps. Voilà, et que Shakespeare a raconté ce qui s'est passé pour le coup extrêmement bien en plus. C'est ça, exactement. Voilà. Et ce qui peut encore une fois faire dire que ça peut être un rêve et que en fait, si ça se trouve, ça s'est jamais passé. Exactement. Voilà, donc là pour le coup, on peut conclure l'histoire, voilà. Cette fois, on n'oublie rien. C'est ça, exactement. Et voilà, encore une fois, pour vraiment conclure sur le... Sur cette œuvre, hein, j'aime pas dire bouquin, parce que on l'a lu en bouquin, mais à la base, c'est une pièce de théâtre. Gros conseil, en tout cas de la part d'un néophyte, pour commencer Shakespeare et pour se mettre un petit peu dans l'univers du théâtre. Il y a eu les recommandations de Sego en début d'épisode. Donc je pense qu'on peut conclure là-dessus. Qu'est-ce que t'en penses ? Bah écoute, oui. Ça te va ? J'en profite pour redire que je suis fan de Shakespeare. Voilà. Voilà. Au cas où, si vous avez... si vous n'aviez pas compris, voilà, c'est-à-dire si vous étiez passé sous un tunnel à ce moment-là... il y a eu un bug dans l'épisode. Voilà, on sait jamais. Donc, Sego est fan de Shakespeare, je le répète. Tout à fait. Lisez Shakespeare. On va répéter que t'animes un podcast qui sort tous les vendredis et tu t'y tiens, parce que franchement, c'est pas toujours facile, hein, mais... Ah non, j'admire. Merci. J'essaye d'être régulière pour ne pas décevoir mes auditeurs. Voilà. Non, pour l'instant, ça va. Je pense qu'il n'y a pas trop de déception. T'as pas raté vendredi pour l'instant, si ? Ça t'est arrivé ? J'ai failli en rater un moment parce que j'avais vraiment beaucoup de boulot en dehors et finalement, en fait, j'ai juste pris un peu de recul sur ma manière de faire mon montage et de moins me prendre la tête parce que moi, vraiment, le but, c'est que je fasse des épisodes courts et je faisais beaucoup trop de montage pour un épisode qui dure si peu de temps. D'accord. Donc j'ai essayé juste de lever un peu le pied en me disant, écoute, t'es trop maniaque, ce que toi t'entends, les autres ne l'entendent pas, donc vas-y, banco, et puis voilà. Et je me prends moins la tête. Voilà. Donc on rappelle le nom de ton podcast, c'est Ohio Podcast. Exactement. On rappelle que nos deux podcasts respectifs font partie du collectif d'Histoire à Bulles et d'Imaginaire. Bravo, tu sais le dire correctement. Ouais, je vais apprendre à Loïc, comme on le dit. Donc voilà on a un collectif, on est combien en tout ? 8 ? On est 8, ouais c'est je ça. crois que c'est 8. De 8 podcasts. 5 podcasts manga, donc y a-t-il un pilote dans le manga, PCF, Otaku Club, de case en case avec Loïc et le mien Ohio. Ensuite on a un podcast sur les comics, Pause Comics de Pelli. Et ensuite on a donc les annales où nous sommes aujourd'hui. Et enfin Des coins stables par Aurélien, qui est un podcast sur le 9e art de manière générale, avec des focus notamment sur la BD franco-belge, mais pas que. Voilà. Eh ben dis donc, t'as vraiment bien bossé le truc parce que j'en étais incapable de les sortir de tête. Donc on a un Discord. Je suis très investie. Oui, tout à fait. Qui est assez actif d'ailleurs. Et s'il vous plaît, les fans de littérature, venez. C'est vrai, venez. On en a marre de parler de manga. Venez, je me sens perdu. Je me sens tout seul. S'il vous plaît, venez parler un peu de bouquins, de science-fiction. Et tout ça. Non, après, il y a vraiment une super ambiance. Et puis, tous les podcasts sont vraiment super excellents. Hein. C'est vraiment que des pointures. Donc, niveau manga, tout le monde sait de quoi il parle. Voilà, non, vraiment, moi, ça m'a fait quand même faire pas mal de découvertes. Et donc, du coup, il y a des podcasts un peu toute la semaine à écouter. C'est vrai que, quand on est vraiment dedans, waouh, il y a quand même un sacré rythme. Ouais, mais c'est super intéressant de pouvoir découvrir tout ça. Et puis voilà, concernant les Annales d'Opale, comme d'habitude, vous pouvez nous retrouver sur tout ce qui a influé RSS, notamment Spotify, Deezer, SoundCloud et tout ça. On va arrêter pour l'instant YouTube, parce que c'est vrai qu'après en avoir discuté un peu avec Cook, c'est pas spécialement la meilleure plateforme pour mettre en avant un podcast. Il faut dire que la plateforme n'aide pas spécialement les petites comptes, donc on va se contenter du streaming audio, hein. Il y a déjà quand même bien à faire. On en profite aussi pour vous dire que vous pouvez nous retrouver sur les réseaux sociaux, Facebook, un peu moins Instagram et Twitter. Et pour le reste, de toute façon, on se retrouve dans 2 semaines pour un nouvel épisode. D'ici là, lisez bien, lisez beaucoup, et à bientôt. Salut Sego. Salut Ethno, merci beaucoup. Et lisez Shakespeare, c'est trop bien. Elle est fan au cas où. Allez, salut.